Est-ce que vous arrivez à lire? Car c'est ça la chose importante. C'est pas trop clair. Ok. Alors, ce qui m'intéresse est de dire que finalement, je peux imaginer de placer mes solutions sur des axes, je veux dire mes variables, mes candidats sur des axes. Et là, je ne suis pas tellement intéressé à la valeur numérique de ça, mais au fait que chacun prenne sa place sur cet axe. Ok, 0.2, 0.3, etc. 0.2, 0.3, etc. Et remarquez que chaque couple que je vais individuer, donc chaque solution d'un problème, est un point individué par les deux points qui sont les deux solutions. D'accord? Donc c'est un point dans mon plan. Ok? Vous imaginez, ça va cette représentation pour ça. Ok. Ça me sert à introduire un concept une autre pièce de terminologie. Vous pouvez imaginer facilement, je crois que si j'ai trois variables, c'est comme si en lieu d'un plan, j'avais un espace dimensionnel. Voilà. C'est un peu moins facile à imaginer, mais pour, je dirais, pour induction, je peux imaginer qu'alors, si j'ai 4 variables, je peux penser que j'ai quelques types d'espaces mathématiques à 4 dimensions. Évidemment, ça sort de l'expérience tangible ou visible, mais du point de vue mathématique, c'est complètement bien défini. D'accord? Etc. Donc, si j'ai n variables, j'ai un espace à n dimensions. Dans lequel les solutions possibles seraient une forme donnée dans laquelle chaque solution est un point dans l'espace, d'accord? Vous pouvez l'imaginer facilement en 3 dimensions. C'est comme un cube. Et chaque solution est individuée par l'intersection de 3 axes. D'accord? Et donc, elle est définie comme un point. Ok? Et donc, je vais chercher des points dans l'espace. Ok, ça nous aide à comprendre un peu ce qui se passe au niveau de heuristique de la recherche. Et c'est très important car le type d'heuristique qu'on va choisir affecte énormément l'efficacité de la recherche. Alors là, je vais imaginer un problème simple, un problème à une dimension. Et après, on va faire un exemple à 2 dimensions. Et après, là, s'arrête ce que nous pouvons visualiser. Ok. Imaginons par exemple que j'ai je ne sais pas si vous donnez un exemple concret ou si on peut passer à l'abstraction. Si on va à vitesse Prisma, je passe à l'abstraction directement. Après, vous me direz si ce n'est pas clair. Imaginez que j'ai un problème à une dimension. Ok, avec beaucoup de valeurs dans son domaine. Ok. Puisque c'est un problème à une dimension, alors évidemment, je peux donner le score, l'évaluation que je donne à chaque possible solution correspond à l'évaluation de chaque possible élément du problème. D'accord? Donc, chaque solution est une seule valeur tirée de ce domaine. Donc, je peux dire que je peux directement évaluer les éléments du problème. Ok? Donc, chaque élément du problème aura son score. Sa qualité. Donc là, je mets l'un après l'autre les éléments du problème. Donc ça, c'est pas un axe, c'est pas cartésien strictement, d'accord? C'est juste une séquence de points. C'est discret. Donc là, j'ai les éléments du problème. Et là, j'ai la qualité, qui sera par exemple un nombre flottant, pourquoi pas. Ou dans le cas de Bach, c'est un nombre entier, finalement. Mais ça ne pose pas de véritable problème, comme vous le verrez. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que pour chaque point A, j'ai une valeur de solution, un score, ok, une qualité. Si le problème est bien formulé, ça arrive que plutôt qu'avoir un profil complètement dingue
de qualité de ce type-là. La distance du point à 1, par exemple. Par exemple, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? La valeur à Ok. Oui, par exemple. Alors, si le problème... Ok, j'aime bien ça. Ok, je vais avancer sur ton exemple. Alors, imaginons par exemple que je veux trouver la distance de mon valeur de 1, ou alors de 0. Pourquoi pas? De 0, c'est encore plus simple. Non, de 1. On va faire de 1 comme ça, on ne risque pas de prendre un raccourci qui n'est pas ce que je veux trouver. Ok. Alors, et là j'ai des valeurs qui ne sont pas forcément ordonnées. D'accord? Donc là j'ai mes valeurs, et attention, je les écris en séquence. Donc, c'est pas que cet axe-là représente forcément l'ordonnancement des valeurs, selon un critère spécifique. Mais là, par exemple, là j'ai le score pour la valeur 0.1, le score pour la valeur 3, le score pour la valeur 0.4, le score pour la valeur moins 5, le score pour la valeur 6.7, etc. D'accord? Le score pour la valeur moins 15. D'accord? Ok. Et je me dirais, bon, le score pour la valeur à 0,95, etc. Alors, je peux me dire évidemment que le score pour 0.1 est pas vraiment haut. Le score pour la valeur 3, bon, il est assez éloigné de 1, donc ça sera plus bas. Le score pour 0.4 sera le meilleur jusqu'à maintenant. Pour moins 5 sera encore pire. 6.7 sera très bas. Moins 15 sera encore plus bas. 0.95 sera très haut, etc. D'accord? Donc ce qui se définit là est une espèce de profil de qualité. D'accord? Ok. Maintenant, imaginons de trouver par contre un bon ordonnancement pour ce domaine. Un bon ordonnancement dans ce contexte sera celui qui nous donne le profil le plus souple, si vous voulez, avec moins de pics et de vallées. Alors probablement, ça sera justement quelque chose de ce type-là. Là, on est dans un problème qui est assez idéal par contre. Donc probablement, il faut construire un profil qui soit en gros comme ça. D'accord? Vous voyez, une fois que je trouve le bon ordonnancement. Ici, l'ordonnancement est banal. Ça me suffit de réordonner les nombres en ordre croissant ou décroissant. Ok? Alors, qu'est-ce que mon algorithme va faire? Il va essayer une solution au hasard, complètement au hasard. Par exemple, il va essayer cette solution-là. Ok? Et il se demande, bon, si je vais à droite, est-ce que ça va améliorer? Si je vais à gauche, est-ce que ça va améliorer? Dans ce cas, le score va améliorer s'il va à gauche. Alors il considère cette solution-là. Et il se demande encore une fois, si je vais à droite, est-ce que ça va améliorer? Ou ça ne vaut pas le coup de le considérer car je l'ai déjà traversé. Alors je me demande, si je vais encore à gauche, est-ce que ça va améliorer? Oui. Et après oui, et après oui, et après oui, et après oui, et après non. Là, si je vais à gauche, ça n'améliore plus. Ok? Ni si je vais à droite. Donc là, j'ai trouvé un maximum. Et ça est considéré une solution. Ok? Alors évidemment, ça c'est un problème extrêmement simple. Il y a des problèmes qui sont plus complexes, où le profil peut-être ressemble à ça. Ok? Et évidemment, tout dépend de l'ordonnancement des valeurs. Après, il y a une heuristique qui minimise un peu l'impact de l'ordonnancement, et finalement, pour des problèmes complexes. Donc, c'est pas si relevant, mais on avance comme ça. D'accord? Après, c'est juste un petit peu plus facile, mais c'est pas mal de le penser de cette manière-là. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Supposons que mon algorithme tombe là. Mon algorithme tombe là. Il essaye d'aller à gauche et à droite. À droite, le score va améliorer. Il monte, il arrive là.
Là, c'est un maximum local. Et il le considère une solution. Ok? Donc, ce type d'algorithme, la seule possibilité que nous avons pour ne pas évaluer toute la possible combinatoire de solutions, qui est énorme, évidemment, dans un problème large, la seule possibilité que nous avons est celle de se contenter de maxima local. Sauf que, évidemment, si je fais un seul essai de recherche, une seule recherche de solution, il est relativement probable que je tombe sur un maximum local par exemple, mais si j'en fais plusieurs, alors j'augmente la possibilité de trouver un maximum local qui ne soit pas mal. Par exemple, là, je peux avoir quelque chose qui soit juste un petit peu plus bas que celui-là. Ok? Alors là, peut-être, au prochain essai, je vais tomber là-dessus. Et alors là, je trouve un maximum local qui n'est pas mal du tout, effectivement. Ok? Et ça, je peux considérer une bonne solution. Alors, notre moteur fait exactement ça. Sauf qu'il le fait sur des espaces multidimensionnels, évidemment, car je peux avoir n'importe combien possibles solutions du problème, possibles variables du problème. Là, un truc que parfois j'aime faire, je peux voir, est-ce que je peux... C'est précieux, ce papier-là. Il y a quoi là-dessus? Des listes de pistes. Ok. Peut-être oui. Peut-être que c'est précieux. Ouais, peut-être, on sait jamais. Ok. Mais vous pouvez imaginer que si je prends une pièce de papier, je fais et après je le détends, j'ai une espèce de profil, j'ai un terrain. Ok. Et là, il s'agit de faire du hiking, vous voyez, de la montée. Voilà, merci. Ok. Voilà, et il s'agit d'aller en montagne sur ce terrain et voir ce qui se passe si je tombe là par exemple et j'arrive et je monte et je monte et je monte et vous voyez que là j'ai eu de la chance car j'ai un sentier qui m'amène au sommet, d'accord, mais si je tombe là par exemple, le mieux auquel je peux arriver c'est ce maximum local là qui n'est pas aussi haut que celui-là, vous voyez, donc c'est le même problème, c'est la même histoire. Et si je tombe là, je peux au maximum arriver là. Donc tout dépend, si vous voulez, de la géographie, de la topologie ou du profil de terrain du problème. Ok. Donc vous comprenez que là, j'ai des qualités, des caractéristiques de la recherche de la solution qui sont complètement différentes de celles de la recherche que j'appelle forte. Donc ça, j'appelle le moteur heuristique ou faible. L'autre, je l'appelle le moteur déterministe ou fort. Par exemple, je ne suis jamais sûr que je trouverai la solution la meilleure. Mais si le problème est bien formulé, je peux imaginer de trouver, et si j'ai pas trop de mauvaises chances, je peux imaginer de trouver une solution qui soit relativement bonne. Ce type de recherche est cher, car il y a énormément de données à évaluer, à tenir sous la main au même moment. Mais en même temps, c'est un type de recherche qui est énormément puissant, une fois qu'on a des problèmes qui sont adaptés à ça. Par exemple, moi je l'utilise beaucoup pour me faire des... comment dirais-je, pour chercher, pour me construire, disons, des dictionnaires de harmonie qui ne soient pas basés sur des règles strictes, mais sur des évaluations selon des règles souples, justement. Donc, c'est pas que je veux empêcher complètement qu'un certain intervalle soit présent dans l'harmonie, mais je veux minimiser un peu son poids, par exemple. Je veux qu'il y ait un autre type d'intervalle qui soit prévalent, ou je veux un type de disposition dans le registre. D'accord? Alors, ce type de considération-là, on le fait bien avec ce type de moteur-là.